Donc, alors, bonjour tout le monde. Bonjour, professeur Zine Abidine, professeur Bouzid, Madame Salamat, tous les membres de l'équipe du Digital Learning Center, tous les enseignants de l'Université Mohammed V, tout le staff administratif. Donc, bienvenue à ce deuxième atelier, initiation technique et pédagogique avec échange d'expériences. On va passer directement la parole à Monsieur Zine El Abidine pour qu'il nous donne donc là sa prestation en ce deuxième atelier. Je vous remercie. Merci Madame Lehani. Je remercie encore les responsables de l'université. Je vous souhaite la bienvenue, mes chers collègues, chers étudiants, et j'espère que ce deuxième atelier se passera dans de bonnes conditions et sera instructif. Alors, comme je vous ai dit la dernière fois, cet atelier, on va essayer un peu de s'étaler à la fois sur le plan technique et aussi sur le plan pédagogique. Alors, avant d'aborder et de rentrer sur la plateforme, je voudrais partager avec vous une citation qui est déjà ancienne, même très ancienne, ça date du XVIIIe siècle. C'est un grand monsieur qui a presque construit l'Amérique. Et je voudrais partager avec vous sa citation que je vais afficher pour vous. Alors, cette citation, elle est là. Alors, la citation, vous l'avez devant vous. Dis-le-moi et je l'oublierai. Enseigne-le-moi et je m'en souviendrai. Implique-moi et j'apprendrai. Alors, c'est une citation de Benjamin Franklin. Alors, dis-le-moi et je l'oublierai dans notre cas, c'est si tu ne fais que me parler, à la limite, un petit peu m'expliquer, je risque d'oublier. Si on fait les choses dans un cadre d'enseignement, tu m'enseignes, c'est-à-dire tu fais plus d'efforts pour m'expliquer, je vais m'en souvenir, mais je n'apprendrai pas, c'est-à-dire que je ne maîtriserai pas, je ne serai pas à l'aise, je n'assimilerai pas l'enseignement que tu veux chercher à me transmettre. Par contre, si tu veux vraiment que j'apprenne, il faut m'impliquer. Qu'est-ce que ça veut dire m'impliquer? Ça veut dire me faire participer en langage actuel dans la préparation du cours. Alors, c'est déjà ancien, ça date du XVIIIe siècle, mais c'est une citation qui est merveilleuse d'actualité. Alors, je commence dessus. Pourquoi? Parce que il y a une autre culture qu'on doit acquérir, c'est impliquer les étudiants avec nous. Considérer que l'étudiant est le véritable opérateur de son apprentissage. Donc, je l'implique, je le pousse à travailler en groupe, etc. Et je cherche à ce qu'il soit actif dans son apprentissage. Alors, il y a des statistiques actuelles qui disent que lorsque l'étudiant participe activement à son apprentissage, il peut retenir jusqu'à 95% et c'est la meilleure manière aussi pour qu'il apprenne le savoir-faire. Alors, pourquoi dans le cadre du travail en ligne, il y a parfois beaucoup de travail et c'est pas une raison pour que l'enseignant pousse le travail. Il y a des choses dans lesquelles les étudiants peuvent être impliqués pour leur bien. Et dans ce domaine, j'ai beaucoup d'expérience. Déjà, dans la gestion, lorsque vous tombez sur de bons délégués de section, ils font un travail phénoménal. Alors, je donne l'exemple cette année. Dans les cours que j'ai fait pour les S6 sur Meet, il y avait une déléguée que j'ai amenée avec moi, même là où elle n'est pas impliquée, et elle a fait un excellent travail.
vraiment un excellent travail. Elle était écoutée par ses camarades, elle participait avec moi dans l'organisation. C'est merveilleux. Alors, ne parlons pas des masters, là où il faut vraiment faire des recherches. La meilleure manière pour vraiment compléter le cours, c'est impliquer directement les étudiants. Donc ça, j'insiste dessus parce que il y a des gens qui disent que l'enseignement à distance demande beaucoup de travail. Oui, ça demande beaucoup de travail. Ça demande beaucoup de travail au début pour mettre en place la première fois les cours, parce que après on peut ne se contenter de modifier, de compléter, et c'est beaucoup plus facile. Et ça rend les choses plus faciles lorsque c'est un enseignement qui implique directement les étudiants. Alors maintenant, on va revenir vers la plateforme que je vais partager avec vous. Alors, je vais revenir sur les choses qu'on a vues la dernière fois. Comme ça, s'il y a des gens qui viennent d'arriver ou qui n'ont pas bien suivi, ils peuvent toujours se rappeler. Donc, on va aller vers la plateforme. Alors, la plateforme, je vais démarrer à partir de 0. Donc, moi-même, je vais me déconnecter. D'accord. Alors, première chose, vous avez le lien. Je vais me connecter. Alors, j'entre mon login mot de passe et je fais une connexion. Maintenant, je suis déjà sur le tableau de bord. Alors là, le tableau de bord, c'est la meilleure manière, c'est comme la vision générale sur le champ de bataille. Donc, vous voyez beaucoup de choses et c'est un espace auquel il faut s'habituer progressivement. Alors, comme la dernière fois, je vous ai montré qu'il y a un cours qui est prêt, un cours qui n'est pas encore prêt. Certainement, un certain nombre d'entre vous ont demandé un espace de cours, ils l'ont reçu, c'est un espace vierge. Alors, la meilleure manière pour apprendre les choses essentielles d'organisation du cours, c'est d'abord essayer de suivre avec moi les manipulations essentielles et surtout, ça ne doit pas s'arrêter à ce webinaire. Après, il faut essayer de tester même les choses qu'on n'a pas fait sur ce webinaire parce qu'on ne peut pas tout faire en 1h30. Mais l'expérience a prouvé que lorsqu'on donne les manipulations de base, la logique d'organisation, et on donne un certain nombre de tâches, et si l'enseignant en question continue son auto-apprentissage, il a la curiosité pour cliquer ici, pour cliquer là, pour voir cette rubrique à quoi ça correspond. Je pense qu'on apprend, c'est comme ça qu'on apprend. Et moi-même, c'est comme ça que j'ai appris, même si jusqu'à maintenant, je ne me considère pas comme quelqu'un d'extrêmement expérimenté ou expert, mais ce que j'ai appris, je suis en train de le partager avec vous. Alors, on est sur le tableau de bord. Alors, chose que j'ai dite la dernière fois, et j'insiste encore une fois, n'ayez pas peur. Vous ne pouvez rien faire de mal. Vous risquez de poser un fichier là où il faut pas, vous pouvez toujours le déplacer. Vous risquez de taper un texte et il ne vous plaît pas, vous pouvez toujours l'effacer. Mais vous ne pouvez rien faire de vraiment catastrophique. Les choses les plus sensibles ne sont pas entre vos mains, ils sont chez l'administrateur, ils sont au niveau du serveur. Donc, soyez libre dans vos manipulations et commencez à arranger votre cours. Et une fois que vous êtes satisfait, ben, vous l'ouvrez à vos apprenants. Donc, première chose, j'ai devant moi mes cours, je vais choisir celui qui est encore vierge. Alors, comme vous avez remarqué, il n'est pas si vierge que ça, parce que je l'ai déjà manipulé la dernière fois. Alors, première chose à faire, je suis dans l'espace de cours. Première chose à faire, je vais à cette petite roue et je commence par cliquer sur paramètres. Alors, paramètres, ça me donne
les réglages essentiels. J'ai déjà donné la dernière fois le nom de physiologie des plantes. Alors, je peux ne pas être satisfait par ce nom, je l'appelle physiologie végétale. Jamais trop tard pour le faire. Le nom abrégé, je peux garder le nom qui m'est donné, ou alors je lui donne un petit nom abrégé personnalisé, je l'appelle PV01. Date départ de cours, il me donne le choix, soit de laisser de manière directe, spontanée, ou alors je peux décider, par exemple, mon cours, il va démarrer le 2 septembre, il s'arrête le 2 février. En cas de besoin, je peux mettre un identifiant. Et puis, chose essentielle, je dois mettre un résumé du cours. Alors, le cours s'intéresse à telle ou telle chose. C'est à peine qu'on perde le temps. Je vous ai montré le cas d'un cours qui est déjà prêt. Très important, je mets une image. D'accord? Le format du cours. Donc, thématique, qu'est-ce que ça veut dire thématique? Ça veut dire qu'il est agencé en un certain nombre de thèmes. Il peut être en activité unique. Par exemple, j'aurais pu créer un cours pour travailler avec vous de manière ponctuelle ces deux séminaires, ces deux ateliers, et ça s'arrête là. Ça peut être, par exemple, thématique, il donne ça par défaut. Thématique, ça veut dire organisé sous forme de thème, ou alors hebdomadaire, avec activité de la semaine 1, semaine 2, etc. Alors, je n'insiste pas sur tous les réglages. Vous pouvez les découvrir au fur et à mesure. Le suivi d'achèvement, il est intéressant lorsque je veux, je fixe des repères pour l'achèvement du cours. C'est-à-dire que quand est-ce que je peux considérer que mon étudiant a achevé le cours ou a achevé une partie du cours. Et ça, c'est important pour attribuer, par exemple, des badges, des coupes, des récompenses, etc., etc. Alors, groupe, je vais y revenir. Alors, par rapport à la citation de Franklin, c'est important d'impliquer les étudiants et c'est important d'apprendre aux étudiants à travailler en groupe. Alors, c'est pas ici que je vais mettre, mais je peux déjà fixer ma politique générale au niveau du groupe. Je peux mettre groupe séparé ou groupe visible. Et ça, je le règle par la suite au niveau des participants, lorsque je voudrais inscrire mes étudiants. Groupe séparé, ça veut dire que j'ai, par exemple, 30 étudiants et je les mets dans des groupes de 3, mais ces groupes travaillent séparément. C'est-à-dire, je donne à chaque groupe une tâche et ils travaillent dessus. Les autres groupes ne voient pas le travail du groupe. Groupe visible, ça veut dire que le groupe, il travaille, les autres voient son travail, mais ils ne peuvent pas participer. Il n'y a que les membres du groupe qui peuvent participer. Ça, c'est une politique de l'enseignant qui gère le groupe. Donc, maintenant, une fois que j'ai terminé, je mets enregistrer et afficher. Maintenant, une fois que j'ai fixé le cadre général, je peux commencer à travailler sur mon cours. Est-ce que je vais inscrire tout de suite mes étudiants? Là, ça dépend. Si je pars du principe que au moment où mes étudiants vont entrer, ils doivent déjà trouver des contenus. Si les contenus ne sont pas prêts,
Et si le semestre en question n'a pas encore commencé, c'est pas la peine que j'inscrive mes étudiants. Maintenant, si jamais, pour une raison ou pour une autre, le semestre a commencé, je suis obligé d'amener des participants, mais je ne veux pas qu'ils voient des chapitres encore mal agencés, etc., ben, je fais un accès restreint. Et ça, je peux le faire pour chaque partie du cours. Donc, c'est à moi de gérer. Ou alors, j'ai déjà un chapitre qui est prêt, ou simplement les généralités qui sont prêtes, je peux ouvrir aux participants, ils peuvent déjà se familiariser avec ça. Je peux communiquer avec eux, par exemple, par des forums, et les sections, soit ils deviennent prêtes au fur et à mesure, ou alors elles sont prêtes, mais je les cache pour qu'ils n'aient pas le travail d'un seul coup, pour qu'ils ne soient pas perturbés par le volume de travail. L'essentiel, maintenant, je peux commencer à travailler sur mon cours et je peux commencer à le mettre en forme. Alors, vous avez remarqué, si vous avez déjà votre cours devant vous, vous avez des sections qui sont encore vides, section 1, section 2, section 3, jusqu'à section 5. Et j'ai une section 0, moi j'ai déjà appelé généralité, je vais changer. Alors, ça c'est un peu le cadre, c'est-à-dire que Moodle m'aide un peu à scénariser mon cours, c'est-à-dire à l'organiser de manière cohérente. Alors maintenant, est-ce que je peux déjà commencer à entrer des choses? Il ne va pas me donner la main. Alors, pour qu'il me donne la main, rappelez-vous, il y a une petite manipulation à faire. Je vais dans ma petite roue et cette fois-ci, je ne vais pas cliquer sur paramètres. Je vais cliquer sur activer le mode édition. Édition, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous ouvrez un fichier Word et vous voulez faire de l'édition du traitement du texte, donc vous commencez à écrire, vous commencez à effacer, vous commencez à introduire. Mode édition, ça veut dire que je lève la protection à mon cours et je commence à le manipuler. Alors, qui peut faire ça? Moi, si je suis professeur, responsable ou faisant partie des responsables, c'est-à-dire que la plateforme, le responsable de la plateforme me donne la main en tant que professeur. La deuxième catégorie, je peux être professeur, mais je peux être professeur non éditeur. À ce moment-là, je n'ai pas la main, je consulte, mais je n'ai pas la main pour modifier. Les étudiants, est-ce qu'ils peuvent modifier? Oui, mais un seul cas, lorsqu'il s'agit d'activités. C'est-à-dire, je leur donne un devoir. Tout à l'heure, je vais vous montrer, je leur donne un test, et ils peuvent entrer pour travailler. Mais autrement, la seule personne qui a le maximum la main pour éditer, pour modifier, pour ajouter, pour enlever, c'est le professeur éditeur, responsable. Maintenant, qu'est-ce que je peux modifier? Alors déjà, je peux modifier la section. Alors, dans chaque partie, dans chaque section, qu'est-ce que j'ai? J'ai la possibilité de modifier la section globalement, de modifier s'il y a quelque chose, une activité ou une ressource. Par exemple, cette partie annonce, elle est donnée automatiquement au niveau du cours. Ça me permet à chaque fois d'ajouter des annonces à mes étudiants pour qu'ils soient au courant de ce qui va se passer après. Et il y a la possibilité d'ajouter une activité ou ressource. Alors, comme on a expliqué la dernière fois, ressource, ça veut dire que c'est quelque chose que je donne
que je consulte, pour que les étudiants consultent, mais sans la modifier. Activité, ça veut dire que l'étudiant doit être actif. Il a des choses à faire. Alors, il y a beaucoup d'activités qu'on peut faire sur Moodle. Alors, on va tester. Alors, par exemple, je commence par essayer de modifier la section. Alors, modifier la section, soit je garde le nom qui est donné par défaut, ou alors, ça, vous allez le retrouver souvent sur Moodle. Je vais cliquer sur personnaliser et là, je peux donner un nom différent. Objectifs généraux, par exemple. Le résumé. Alors, le résumé, du moment que j'ai appelé la section résumé, objectifs généraux, alors dans ce résumé, je vais mettre les objectifs. Alors, si je peux présenter ça sous forme d'un petit paragraphe, soit je rentre directement avec l'expression qu'il faut retenir une fois pour toutes. Après ce cours, l'étudiant sera capable de. Alors, capable de, et je peux avoir plusieurs objectifs. Alors, comme je vous ai expliqué la dernière fois, quand je fixe mes objectifs, je dois avoir devant mes yeux mon étudiant. Mon étudiant, il est là devant moi. Il est là pour apprendre. Ça veut dire que au moment où il va rentrer, il sera dans un état, et lorsqu'il va sortir de mon enseignement, il faut qu'il y ait quelque chose qui s'ajoute en lui. Comme l'histoire du coiffeur. Beaucoup de coiffeurs, dans le cas de la publicité, ils montrent quelqu'un avant d'entrer chez le coiffeur, avec les cheveux ébouriffés, longs, un peu, à la limite, un petit peu sales, etc. Et il sort tout à fait élégant, bien soigné, etc., etc. Alors, la même chose, dans les objectifs, il y a l'avant et après. Qu'est-ce que l'étudiant ne sait pas ou ne sait pas faire avant d'entrer dans mon cours et comment je veux qu'il sorte. Et là, il faut éviter les termes comme retenir ou simplement apprendre l'information ou savoir réciter. Il faut que ce soit plus élaboré. Et pour cela, la meilleure manière, c'est de faire appel à ce qu'on appelle la grille de Bloom. Alors, la grille de Bloom, il montre les différents types d'apprentissage. Je crois que je dois l'avoir ici. Non, je l'ai enlevé. C'est pas grave. On va y revenir. Alors, la grille de Bloom, elle est connue par tous les pédagogues. Elle montre un certain nombre de tâches ou de compétences à acquérir et les verbes qu'il faut utiliser. Et de préférence, ces verbes, il faut les mettre en rouge. Alors, je peux, dès que je sors d'ici, je peux vous montrer le cas d'un cours élaboré et je vous montre des verbes écrits en rouge qui montrent les compétences à acquérir. Et après, qu'est-ce que je fais? Je peux mettre enregistrer. Mais avant de mettre enregistrer, je peux mettre restreindre l'accès. Qu'est-ce que ça veut dire restreindre l'accès? Ça veut dire je limite l'accès à l'étudiant, même s'il est inscrit par un critère. Par exemple, il ne peut pas entrer avant le 6 septembre 2020. C'est-à-dire, même s'il est inscrit, il rentre sur la plateforme, il ne peut pas rentrer à l'intérieur du cours. Je peux ajouter une autre restriction, soit de date, soit de notes, soit de profil d'utilisateur, soit un jeu de restriction. Alors, note, je peux exiger qu'il ne rentre dans un chapitre, par exemple, que s'il a obtenu telle note
dans le chapitre précédent. Ça va l'obliger à faire l'effort pour avancer. Il y a des choses au niveau du profil de l'utilisateur qui doit être acquis avant qu'il puisse rentrer. Alors, je vais essayer de ne pas trop détailler parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors, je marque une pause pour vous expliquer que ce qui dérange au niveau de modèle par rapport à d'autres plateformes, c'est qu'il y a beaucoup de réglages, à tel point que parfois, on se perd. Mais l'avantage, c'est qu'il permet beaucoup plus de choses que d'autres plateformes. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. C'est pour ça que j'ai dit la dernière fois, lorsque je choisis une plateforme, je dois la choisir en fonction de ce qu'elle peut m'apporter pour atteindre mes objectifs. Je ne dois pas être accro à une plateforme. Bien sûr, à l'échelle de l'université ou d'un établissement, il ne faut pas qu'il y ait 15 plateformes différentes ou 15 voies différentes. C'est pas pédagogique. D'accord? Alors, je crois que je vais m'arrêter un petit moment là et ouvrir la voie aux questions. Ça va permettre au présent d'assimiler des choses ou ça va me permettre de refaire certaines choses qui peut-être n'ont pas été bien assimilées avant d'aller plus loin. Alors, Madame Leni, est-ce qu'il y a des questions? Alors, il n'y a pas beaucoup de questions. Donc, il y a une question de M. Benis. Est-ce qu'il y a une traçabilité que les documents sont bien téléchargés par l'apprenant? Alors, il y a une traçabilité sur la connexion des étudiants. Je peux savoir à la seconde près quand est-ce que l'étudiant s'est connecté. Lorsque je rentre, ça je vais vous le montrer, lorsque je rentre vers utilisateur inscrit, parmi les informations que j'ai, je peux savoir quand est-ce qu'il s'est connecté la dernière fois. Mais est-ce qu'il a téléchargé ou est-ce qu'il a consulté? Ça, je ne peux le vérifier que dans le cas, par exemple, des tests. Alors, les tests ou les devoirs, je peux le suivre à la seconde près ce qu'il est en train de faire. D'ailleurs, sur ma plateforme l'autre plateforme, le modèle de ma Biova, il y a un QCM qui est en train de se dérouler maintenant. Je vais essayer de vous le montrer et vous verrez que je peux suivre à la trace. Oui, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez rappeler le lien pour accéder à la plateforme? Il y en a pas mal qui demandent ça. Bon, d'accord, tout de suite. Alors, et il est là, voilà. Donc, modèle-formation.im5.ac.ma. Et je rappelle pour les gens qui ont des espaces de cours, pour les participants en général, le login c'est prénom.nom et le mot de passe c'est l'établissement en grand caractère et le numéro de somme. Bien sûr, une fois que vous rentrez, vous pouvez changer votre mot de passe. Très bien. Donc, c'est bon, on peut continuer. Espace court. Et là, je vais partager de nouveau le cours, la plateforme avec vous. Question, je peux vous la poser que je viens de recevoir maintenant? Oui, je vous en prie. D'accord, d'accord. Donc, alors, on vous demande, c'est Monsieur Bouchkourt Mohamed, est-ce que et dans quelle mesure Moodle assure des fonctionnalités suffisantes pour ce qui est didactique, le contenu, et ce qui est pédagogique, relation d'apprentissage? Alors, je pense qu'un expert en didactique, il peut mieux répondre à cette question. Mais ce que je peux dire, c'est que l'espace Moodle, comme l'espace Google Classroom, comme d'autres espaces, c'est des espaces vierges à nous permettre de réaliser les objectifs didactiques et pédagogiques. Ça dépend plus de l'enseignant que de la plateforme.
Alors, ça dépend de l'enseignant lui-même. Est-ce qu'il est vraiment habitué à travailler dans un cadre didactique, pédagogique sain? Et est-ce qu'il est capable de s'adapter pour apporter des choses? Ce que je peux dire, c'est que concernant l'organisation, Moodle apporte beaucoup de choses et on va les voir progressivement. Il apporte la possibilité d'échange de documents, de vidéos, et il permet beaucoup d'interactions à travers les devoirs, à travers les tests et à travers les forums. Est-ce qu'il est suffisant? À mon avis, non. Il faut en parallèle un peu de présentiel ou un peu de visioconférence. Ce qu'on reproche à des plateformes comme Moodle, c'est un petit peu le manque de l'aspect contact humain. Il ne faut pas l'oublier, l'enseignant, ce n'est pas un ordinateur, ce n'est pas uniquement quelqu'un qui donne des compétences et des informations. La relation entre l'enseignant et l'apprenant est beaucoup plus compliquée que ça. Revenez un petit peu en arrière, vous allez vous rappeler de beaucoup de vos enseignants et chaque enseignant, vous en rappelez à travers soit beaucoup de choses qu'il nous a appris ou dans lesquelles il nous a formés, et certains enseignants qui n'ont pas pu nous donner ce qu'on voulait, parfois même avec des relations un petit peu tendues. Et ça prouve un enseignant sur le plan émotionnel, il ne nous laisse jamais indifférents. Ça veut dire qu'il y a une relation profonde. Alors, à travers Moodle, plus il y a d'activités, d'interactions, de forums, etc., plus l'apprenant sent cette relation avec le professeur et vice-versa, et plus on s'approche un petit peu de l'interaction qu'on a en présentiel. Bien sûr, avec une visioconférence ou avec une part présentielle, ça va se renforcer plus. Mais ça reste quand même l'opérateur numéro un dans la réalisation des objectifs, c'est bien sûr l'enseignant ou l'équipe enseignante. C'est mon point de vue, sachant que, je le dis, je le répète, je ne suis pas vraiment expert dans la didactique et la pédagogie. Vous savez que beaucoup d'enseignants universitaires ont appris un peu sur le tas, ils ont appris avec l'expérience, avec les formations, etc., etc. Et je rejoins ce que j'ai dit la dernière fois, très important que l'université devienne vraiment une université, pas seulement la somme de 18 établissements. L'université, pour qu'elle soit vraiment une université, il faut qu'il y ait interaction et il faut qu'on profite de l'expérience de nos collègues dans différents instituts. Il faut qu'on profite mutuellement de toute la richesse que compte notre université. Et moi, j'ai une expérience dans ce genre. Je participe avec vous dans le centre e-learning. Je travaille aussi avec le groupe d'entrepreneuriat. Et croyez-moi, on peut faire des choses merveilleuses lorsqu'on dépasse un petit peu les murs et on essaie de travailler ensemble, même entre différents établissements. Nous avons la chance d'avoir 2 établissements spécialisés dans l'enseignement pédagogique, pédagogie et didactique. Nous avons la faculté des sciences de l'éducation et nous avons l'ENS. Et on peut ajouter même l'ENSET parce qu'à l'origine, elle avait cette identité. Je dis haram que on ne profite pas de ces gens-là et qu'on ne leur apporte pas aussi notre savoir-faire. Voilà mon point de vue. Merci beaucoup, professeur Triki. Donc, je vous rejoins, c'est que l'Université Mohammed V, avec les ressources humaines, vous m'entendez, monsieur Triki? Oui, oui. Oui, alors avec les ressources humaines, nous avons une richesse comme pas possible. Si on arrive à organiser des webinaires comme celui-là une fois par 15 jours,
eh ben, ça sera un partage extraordinaire et des expériences échangées très, très riches. Alors, j'ai une question de la part du professeur Najib Bennis de l'ENSAT de Rabat. Oui. Il demande, y a-t-il un droit de regard des responsables de la plateforme avant qu'un cours ne soit publié? Bon, si M. Bennis parle du contenu, j'aimerais bien éclaircir un point, c'est que avant de créer un cours, généralement, Madame la responsable de la plateforme, elle contacte les points focaux, c'est-à-dire les représentants de l'ensemble des établissements, pour leur dire de s'assurer que le cours demandé par le professeur X est un cours qui figure bien comme il faut dans les différents descriptifs d'une filière ou d'une autre de l'établissement. On s'assure de ça, et puis après, Madame Salamat, elle donne la main, et il peut donc là alimenter le cours. Mais là, vous dites, est-ce que j'ai perdu la question. Est-ce que les responsables ont un droit de regard sur les contenus? L'administrateur, il arrive à voir ce qu'il y a, mais bon, généralement, on ne critique pas le contenu. Il y a deux réponses qui viennent d'être postulées par Madame Salamat, l'administratrice de cette plateforme. Alors, elle s'adresse encore à M. Bennis, c'est que l'administrateur de la plateforme donne l'accès complet au professeur qui est le responsable de cet espace. Et puis, l'administrateur peut, si le prof le souhaite, voir le contenu du cours côté fonctionnel avant la publication. Vous avez autre chose à ajouter, Citriki, là-dessus? Oui, alors, je rappelle juste les choses essentielles. Tout enseignement qui se fait dans le cadre de l'enseignement supérieur en général au Maroc, c'est un enseignement qui se fait dans le cadre de filières. Exact. Et la filière, l'organisation de la filière, elle est régie par la loi. Alors, avant de lancer une filière, il y a un groupe d'enseignants qui prépare un syllabus selon les normes, avec un nombre de modules précis, avec des normes au niveau du contenu, par exemple le module de 48 heures, etc. Il le présente et il est accrédité. C'est le seul regard. Sinon, la réalisation de l'enseignement, elle est totalement sous la responsabilité de l'équipe pédagogique du module. Et les responsables, normalement, d'abord, ils n'ont pas accès. Les seuls qui ont accès, ce sont les administrateurs. Les administrateurs, ils gèrent le côté technique. Et même s'ils ont accès au contenu, même s'il veut voir est-ce que c'est un bon contenu, un mauvais contenu, risqué, il peut pas. Un administrateur ne peut pas être expert en biologie végétale, en gestion des entreprises, en ingénierie telle, etc., etc. Donc, le contenu, c'est comme le contenu qu'on donne en amphi ou qu'on donne en salle de TD ou en salle de TP, il est totalement à la charge et sous la responsabilité de l'équipe enseignante. Maintenant, bien sûr, l'avenir, on a déjà une agence d'évaluation. Et cette agence d'évaluation, elle ne va pas dire est-ce que M. Tseliki fait bien son cours ou M. tel ou Mme tel fait correctement son enseignement. Non, elle a des critères pour évaluer globalement soit l'établissement, soit l'université. Et ça, c'est ce que vous retrouvez, par exemple, dans les classements internationaux. Bien sûr, ce qui va nous aider à améliorer notre enseignement, c'est si on arrive à instaurer cette culture de l'évaluation par les étudiants. C'est très important parce que quand le principal intéressé m'apporte un certain nombre d'informations d'évaluation, ça va me permettre de remettre en question certaines choses et les améliorer. D'accord? Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire concernant ce point. Maintenant, je vais partager encore une fois la plateforme avec vous. Donc, de manière logique maintenant, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec... Pardon.
avec ce cours. Maintenant, je prends les sections. J'ai fixé mes objectifs. À la limite, je peux ajouter une petite ressource pour renforcer. Maintenant, je peux rentrer dans les sections. Alors, les sections, c'est quoi? On a dit c'est des parties de cours parce que le cours, normalement, il devient beaucoup plus assimilable lorsqu'il est partagé en unités qui ne sont pas indépendantes, mais enchaînées de manière logique. Alors, les sections, ça peut être, par exemple, des chapitres. Alors, dans chaque section, qu'est-ce que je dois faire? D'abord, je reviens à ce que j'ai dit dans l'une des réponses, c'est que pour que l'étudiant se sente vraiment en présence d'un enseignant, il faut qu'il y ait un certain enchaînement et une certaine convivialité dans les ressources ou les activités que je mets. Donc, logique. La première chose, je peux modifier la section. Et la section, parmi les choses que je peux modifier, c'est, alors, je demande à donner un nom personnalisé à la section et je l'appelle, par exemple, chapitre 1 et je lui donne un nom de chapitre, par exemple, je ne sais pas, photosynthèse, pourquoi pas. Ça peut être n'importe quoi. Et dans le résumé, qu'est-ce que je fais? Je n'ai plus besoin de fixer des objectifs, mais à la limite, je peux mettre des objectifs du chapitre, ce qu'on peut appeler des objectifs spécifiques. Mais ce serait intéressant de commencer par dire que dans ce chapitre, je vais vous montrer ça dans l'autre, vous allez, l'étudiant va découvrir, par exemple, progressivement, aura à sa disposition, par exemple, un PDF qui constitue un support de cours, par exemple, un polycopier. Une bonne chose que ce soit aussi une autre ressource plus conviviale, par exemple, une vidéo. Alors, une fois que j'ai rédigé ça, qu'est-ce que je peux enregistrer? Et puis, je peux apporter, alors là, j'ai déjà donné le nom, je peux ajouter une activité ou une ressource. Alors, bien sûr, l'étudiant n'a pas encore étudié le cours. Logiquement, je dois commencer par une ressource. Alors, une ressource, donc, je vais, par exemple, choisir de lui donner, alors pas une activité, mais plutôt une ressource, par exemple, un fichier. Alors, le fichier, vous avez remarqué qu'à chaque fois que j'ajoute quelque chose, Moodle me demande de donner le maximum de détails. Plus je rédige un nom correctement, plus je décris correctement, plus je donnerai à mon étudiant l'envie et je le mets dans la logique de mon cours. Alors, par exemple, je peux mettre cours, le PDF s'appelle par exemple photosynthèse, je peux le décrire et après, qu'est-ce que je peux faire? Je peux apporter le fichier. Alors, le fichier, il y a deux manières de les apporter. Ça dépend. Moi, je n'ai pas trop, mais il y a une manière très simple. Je prends le fichier, je le glisse et je le dépose. Voilà. Et il est là. Donc, ça prend du temps pour passer. Ça, c'est une possibilité. La deuxième possibilité, c'est que je clique et je choisis directement le fichier dans mon ordinateur. Alors, je vais attendre que ça passe. Voilà, c'est presque fait. Donc, l'espace que je vous ai montré, soit je prends directement le fichier et je le dépose, ou alors je vais vous montrer tout de suite. Je peux toujours annuler. C'est pas la peine que d'attendre davantage. Voilà, il est là. Il est prêt. Donc, enregistrer et revenir
au cours. Donc, voilà, il est là. Il y a une autre possibilité, je vais ajouter un autre fichier. Pourquoi pas? Alors, cette fois-ci, je vais procéder autrement. Alors, au lieu de le glisser, voilà, donc la même chose, je fais n'importe quoi pour juste qu'il ne me bloque pas. Et je clique ici, et cette fois-ci, qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir un fichier. Alors, il va me donner la possibilité d'aller le chercher sur mon ordinateur. Je choisis n'importe quel fichier, le fichier que je désire mettre à la disposition de mes étudiants. Bien sûr, je l'enregistre sous un nom particulier et je mets déposer le fichier. Donc, c'est la même chose. C'est comme vous voulez. Bien sûr, il y a la possibilité de mettre une rubrique fichier personnel, même dans Moodle. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je sais qu'il y a des fichiers que je vais mettre dans Moodle, que je vais les mettre à un certain moment, il y a en quelque sorte un drive qui peut les accueillir. Ça s'appelle des fichiers personnels. Donc, chacun travaille avec à la manière qu'il veut. Alors, je vais arrêter là parce que je ne vais pas, je vais pas perdre de temps bêtement. Alors, supposons j'ai maintenant une ressource. Donc, je vais carrément annuler. Maintenant, ça, c'est une ressource. Bien sûr, quand il s'agit de fichiers, il vaut mieux travailler avec les PDF. Parce que, pourquoi les PDF? Si je mets à la disposition d'un étudiant un fichier qui est actif, ben, il pourrait le modifier et me dire par la suite, non, j'ai raté mon examen parce que il y avait quelque chose de faux au niveau du fichier. Donc, quand il s'agit d'une ressource, il vaut mieux que ce soit PDF. PDF, ça me donne la garantie d'avoir un fichier figé. D'accord? Maintenant, il y a un deuxième type de ressources qui est important, c'est les ressources sous forme vidéo. Alors, vidéo, il y a deux manières de procéder. Bien sûr, comme je l'ai dit la dernière fois, on a une capsule vidéo. Il faut jamais que ce soit, on l'appelle capsule parce que c'est petit. Khayrul kalami ma qalla wa dal. Une capsule, c'est 5 à 7 minutes qui fournit un message ciblé. On ne met jamais une vidéo d'une heure ou d'une heure et demie. Enregistrer une séance de cours, si c'est pas une séance atelier de M. Tseleki, c'est pas la peine d'avoir une vidéo d'une heure et demie. Bon, bien sûr, là, je plaisante. Alors, l'étudiant, on ne peut pas le bloquer devant une vidéo pendant une heure. Maintenant, comment je vais ajouter une vidéo? Là, il y a deux possibilités. Lorsqu'on a commencé Mabiova, on nous a dit que le serveur, pour l'instant, n'a pas une grande capacité. La vidéo est très grande. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met nos vidéos sur YouTube de manière non répertoriée, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas accessibles au public. Et je les mets. Alors, lorsque je les mets pas sous forme de fichier. Alors, bien sûr, si je veux mettre entièrement la vidéo, je peux la mettre sous forme de fichier. Comme tout à l'heure, j'ai pris à partir de mon bureau un PDF ou à partir de mes documents, je peux très bien prendre une vidéo. Maintenant, quand il s'agit d'une vidéo que je vais prendre à partir de YouTube, qu'est-ce que je fais? Je ne mets pas fichier, mais cette fois-ci, étiquette. Et je mets ajouter. Alors, à ce moment-là, je vais sur YouTube. Alors, je vais sur YouTube, par exemple, je vais choisir l'un de mes fichiers de Mabiova.
Alors, par exemple, celui-là. Alors, sous la vidéo, you are welcome to. Alors, sous la vidéo, alors je vais l'arrêter. Alors, partager, intégrer, et là, j'ai un message un peu bizarre que je peux prendre, je peux le copier et je peux l'intégrer. Alors, je reviens à ma plateforme et je cherche dans le menu ce double crochet. Alors, regardez, quand je mets la souris sur ce double crochet, il s'écrit « Éditer le code source HTML ». Éditer le code source HTML. Je clique, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Je vais coller le message que j'ai pris à partir de YouTube et je mets mettre à jour. Et là, c'est très intéressant. Vous avez l'impression, vous voyez l'image de la vidéo, vous pouvez la consulter ou la lire directement sur la plateforme. Voilà. Et bien sûr, en cas de besoin, je peux aller la lire aussi sur YouTube. Mais en fait, elle est là sous forme d'étiquette. Elle n'est pas enregistrée dans la plateforme. Donc voilà, avec une vidéo et avec un fichier PDF, je peux dire que j'ai donné les ressources qu'il faut. Bien sûr, qui va déterminer quelles ressources je vais donner, c'est bien sûr l'enseignant. C'est lui qui décide est-ce qu'il va donner un seul fichier ou deux fichiers. Et comme je vous ai expliqué, tout ce que je mets avec un peu de texte. S'il le faut, je mets même des étiquettes. Étiquettes, pas seulement des étiquettes de vidéo, mais des étiquettes de texte. C'est-à-dire, je peux venir avant cette vidéo et mettre une étiquette qui dit « Lisez cette vidéo et tirez telle ou telle chose ». Toujours dans la scénarisation, parfois, vous avez remarqué ce que j'ai fait. J'ai mis un PDF et ensuite j'ai mis une vidéo. J'ai réfléchi. Non, c'est pas logique. Moi, je trouve qu'il est plus intéressant pour mon étudiant qu'il voit la vidéo, la capsule vidéo, avant de lire le PDF. Alors que j'ai fait le contraire. Ben, c'est pas grave. Regardez cette double flèche. À chaque fois que vous la voyez, ça veut dire que je peux déplacer ma ressource. J'estime que le PDF doit être lu par mon étudiant après la vidéo. No problem. Mais je la prends et je la dépose en bas. Voilà. J'ai changé d'avis? Non, non, non. L'étudiant, يقرا يضرب شي شويه تماره عاد نسى هادشي هادي شويه بالفيديو. Ben, c'est pas grave. Je vais la remettre à sa place. Et ça, c'est valable, quel que soit le nombre de ressources. Et je le dis, et je le répète, c'est pas un modèle qui enseigne, c'est l'enseignant. C'est à l'enseignant de rendre cet espace vraiment exploitable, attirant, parce que ne l'oublions pas. L'opération, la relation entre l'enseignant et ses étudiants, c'est aussi en quelque sorte une sorte de séduction. J'essaie de séduire mon étudiant par ma pédagogie, par ma réflexion, par mon effort, par mon interaction, pour l'attirer. Et plus il est attiré, mieux il se penchera sur les contenus et plus j'aurai plus de chances de l'influencer pour arriver aux objectifs pédagogiques. Alors, c'est ça les ressources essentielles. Maintenant, une fois que j'ai donné un PDF ou plusieurs PDF, je lui ai laissé le temps pour visualiser la vidéo, ben, ce serait intéressant de faire quelque chose qui me permette de dire est-ce que vraiment il a réagi, il a travaillé
ou n'a pas travaillé? Est-ce qu'il a compris ou n'a pas compris? Et là, je dois passer à une activité, soit un feedback. Alors, un feedback, ça veut dire, je lui donne un certain nombre de questions juste pour savoir est-ce qu'il est à l'aise, est-ce qu'il n'est pas à l'aise, est-ce qu'il a des difficultés, est-ce que dans le cours, il n'y a pas quelque chose qui le dérange. Il y a aussi ce qu'on appelle une auto-évaluation, c'est-à-dire, je lui donne un test, il le fait, je ne le corrige pas. Il le fait et d'après la plateforme va lui donner les bonnes réponses et c'est à lui de voir où est-ce qu'il en est. C'est très important pour l'étudiant. Moi, je dis toujours à mes étudiants, si vous ne comprenez pas, au moins comprenez que vous n'avez pas compris. Parce que si vous ne comprenez pas que vous n'avez pas compris, vous n'allez pas essayer de comprendre. Quelqu'un qui croit qu'il a tout compris, ben, il ne fait pas d'effort. Et il y a aussi le test que je peux noter ou ne pas noter, mais il faut qu'il soit rendu. Je le corrige ou parfois c'est la plateforme qui le corrige et ça me permet d'avoir une visibilité sur la progression de mes étudiants. Alors, on va passer maintenant aux activités, mais avant, j'arrête aussi pour voir est-ce que ce que j'ai expliqué jusqu'à maintenant est compris concernant les ressources. Alors, les ressources, je le dis, je le répète, tout ce qui est utile pour que je puisse atteindre mes objectifs, ça peut être le PDF, ça peut être la vidéo, ça peut être un lien Internet, ça peut être même un lien vers une émission télévisée, tout. L'essentiel, j'ai des objectifs pédagogiques, je choisis quelles ressources je vais mettre à la disposition de mes étudiants. Alors maintenant, je vais passer aux activités, mais avant de passer aux activités, les activités ne se font pas en l'air, les activités sont faites par des étudiants, donc il est temps que je cherche où est-ce qu'ils sont mes étudiants. Alors, en général, la manière avec laquelle on travaille, alors là aussi je vais partager. Alors, le partage de ressources, je peux le faire alors qu'il n'y a pas encore d'étudiants. Mais une fois que j'arrive aux activités, là, je suis obligé de voir où sont mes étudiants. Et là, regardez, ici, vous avez participants. Alors, j'ai pas suffisamment discuté ce point-là avec Madame Salamet parce qu'il y a aussi la possibilité d'auto-inscription, etc. Moi, je vais donner l'essentiel, la manière avec laquelle, en général, on travaille. Alors, par exemple, je suis sur ma Biova. Au début de l'année, j'ai une promotion qui est inscrite. Elle est inscrite par Madame Salamat et elle est inscrite dans un groupe qui s'appelle Cohorte. Alors maintenant, j'estime que, par exemple, ce cours de physiologie végétale, il s'adresse à la première année Mabiova. Alors, je vais déjà vérifier qui sont les gens qui sont impliqués avec moi. Alors, il y a moi-même, il y a 2 enseignants non éditeurs. Maintenant, il me faut des étudiants. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Moi, en tant que responsable de cet enseignement, j'ai la main pour inscrire des utilisateurs. D'accord? Supposons j'ai 30 ou 40 ou 50 étudiants, bon, je peux toujours les inscrire un à un. Mais ce qu'on fait en général, c'est qu'on cherche à sélectionner des cohortes. Alors, rechercher. Alors, j'ai par exemple ma Biova 2019-2020. Je vais les inscrire. Alors, je vais pas le faire parce que je sais que les étudiants de ma Biova ne sont pas sur cette plateforme. Mais c'est ça le principe. Bien sûr, dans d'autres cas, rien ne nous empêche de chercher, de sélectionner des utilisateurs. Donc, il suffit de rechercher. Je mets le début du nom et il sort et je peux toujours l'inscrire. Donc, les deux
types d'inscription que je connais, c'est soit l'étudiant de la cohorte, les cohortes. Alors, par exemple, cette année, j'ai 22 étudiants en première année. Si je sélectionne sur mon autre plateforme, Mabiova 2019-2020, il va me sortir 22 étudiants qui vont sortir dans la liste. Je peux aussi chercher un enseignant. Par exemple, je peux demander un enseignant éditeur et je peux chercher son nom. D'accord. Maintenant, une fois qu'ils sont inscrits, est-ce qu'ils vont travailler de manière individuelle ou j'aurai besoin qu'ils travaillent en groupe? Alors, la plateforme, elle me permet de constituer des groupes. Et là, je mets groupe, donc dans le réglage, et je descends en bas. Là, il me donne le choix. Soit créer des groupes automatiquement. Qu'est-ce que ça veut dire groupe automatiquement? C'est-à-dire que, par exemple, j'ai 30 étudiants et je veux constituer des groupes de 3. Et je lui dis, voilà, constitue-moi des groupes de 3, mais il le fait de manière aléatoire. C'est-à-dire, il peut prendre n'importe quel étudiant et le mettre avec 2 autres tout à fait au hasard. Alors, quand il s'agit d'une grande section, vous n'avez pas le choix. Si vous avez, je ne sais pas, 300 étudiants, vous n'allez pas vous soucier, là, أنا بغيت نكون مع صاحبي, là, أنا خصني نكون مع صاحبتي, là, أنا خصني نجي في الطوبيس أنا وأختي. On ne peut jamais s'en sortir. C'est comme ça que travaillent tous les administrateurs au niveau de la scolarité, là où il y a des groupes de TP et TD à constituer, quitte à accepter certaines doléances particulières lorsque, par exemple, il y a quelqu'un qui a un certain handicap qui doit toujours être accompagné par tel ou pour des raisons sociales, etc. Mais l'essentiel du travail se fait. Ou alors, quand je suis dans une petite section, je demande aux étudiants de constituer un groupe et je les inscris ici. Alors ça, c'est très important parce que dès que j'ai un devoir qui doit être fait en groupe, les groupes sont déjà constitués. Donc, maintenant, j'ai mes ressources, j'ai mes étudiants. Qu'est-ce qui manque? Il manque que je puisse interagir avec mes étudiants. Alors, interagir, je peux mettre ce qu'on appelle un forum et je peux mettre des activités. Alors, comme exemple d'activité, je peux toujours mettre un devoir, mais je préfère exploiter le temps qui me reste pour un test. Alors, un test, ça veut dire je vais tester la compréhension de mes étudiants et ça peut se corriger automatiquement et je peux avoir des notes. Alors, cette fois-ci, je vais mettre une activité ou une ressource et je mets, alors je travaille cette fois-ci avec activité et je mets test. Voilà. Alors, test, je peux lui donner un nom, test 1 par exemple, et je vais le décrire. C'est un test qui permettra de vérifier votre niveau de compréhension, etc., etc. Je peux fixer le temps. Alors, par exemple, moi, aujourd'hui, j'avais un QCM avec 20 questions, enfin QCM, c'est un test avec 20 différents types de questions. Je peux par exemple fixer comme durée, par exemple, je peux fixer le moment où le test sera lancé aux étudiants, par exemple 9 juillet à 19h par exemple.
19h12 minutes. Et je peux fermer le test le même jour, par exemple, à 21h. Et puis, je peux déterminer une autre chose. Alors, bien sûr, je ne vais pas, vous avez 19h à 21h. Ça veut dire 3 heures. Ben, je ne vais pas donner un test de 3 heures. Mais je vais tenir compte du fait que au moment du test, il y a quelqu'un qui s'est endormi ou quelqu'un qui était occupé avec autre chose, etc. Donc, je préfère donner une plage un peu large, mais je dis à mes étudiants, vous avez à peu près 3 heures pour faire le test, mais au moment où vous allez lancer le test, vous n'avez pas 3 heures, vous avez 30 minutes. Rien d'autre. C'est-à-dire qu'entre 19h12 et 21h12, vous pouvez choisir le moment où vous allez faire votre test. Mais dès que vous lancez la tentative, vous avez 30 minutes pour le terminer. Et mieux que ça, je peux lui dire que, par exemple, il y a ce qu'on appelle les options, non pas les options de relecture, il y a un certain nombre de réglages. Alors, par exemple, au niveau de la note, je peux lui dire que dans la limite de tes 30 minutes, tu peux faire 3 tentatives. C'est-à-dire que tu peux répondre une première fois, par exemple en 10 minutes, 15 minutes. Si tu as peur, tu peux toujours le reprendre et répondre une deuxième fois, et même une troisième fois si tu n'es pas sûr. Donc, à toi de choisir, est-ce que tu vas prendre ton temps pendant les 30 minutes pour répondre de manière vraiment, vraiment réfléchie, ou tu vas répondre rapidement et faire d'autres tentatives de manière à pouvoir améliorer. Et dans tous les cas, je vais te compter la note la plus haute. C'est-à-dire que si tu fais 2 tentatives, dans l'une tu obtiens par exemple 12 et dans l'autre tu obtiens 14, quel que soit l'ordre, je vais te compter la note 14. D'accord? Et je vais enregistrer et afficher. Alors maintenant, c'est un test qui est programmé, mais pour l'instant, il n'y a pas encore de questions. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cette fois-ci modifier le test et je vais ajouter une question. Alors, à moi de choisir, est-ce que je vais mettre question 1, 2, précise et avec un enchaînement que je vais choisir moi-même, ou alors je donne 10 questions et pour chaque utilisateur, aléatoirement, l'ordre des questions change. Alors ça, c'est très intéressant parce que j'ai peur qu'ils communiquent. Alors, toujours, c'est très difficile d'empêcher la communication. Mais par exemple, lorsque tu les mets, par exemple, devant toi sur Meet pour un test qui est sensible, tu peux, quand tu mélanges, c'est très difficile que lorsque il va dire à son camarade, c'est la deuxième réponse qui est juste dans la deuxième question. La deuxième question pour lui, c'est pas celle de son camarade. D'accord? Donc ça, c'est intéressant, mais c'est pas intéressant lorsque je fais par exemple un enchaînement de difficultés. Alors, je vais ajouter une question. Alors, ce qui est intéressant, c'est que toute question que je rédige, elle rentre dans une banque de questions. Donc, au bout de 2 ans, 3 ans, je n'ai plus besoin de créer à chaque fois de nouvelles questions. Je ramène à partir des banques de questions. Alors, je vais choisir maintenant de créer carrément une question. Et ça, c'est très important. Alors, j'espère que j'aurai le temps dans l'espace de temps qui me reste de vous montrer 2 ou 3 modèles. D'accord? Alors, je vais prendre choix multiple. Alors, choix multiple, ça veut dire que je mets
à la disposition, je donne la question et je donne plusieurs réponses. Et à moi de choisir, est-ce que j'aurai une seule réponse juste ou plusieurs réponses justes. Donc, choix multiple, je mets ajouter et je commence par rédiger ma question. Alors, je vais l'appeler par exemple question 1. La cellule végétale a ses caractéristiques, pardon. A ses caractéristiques. Et je mets 2 points et je mets un certain nombre de réponses. Donc, je viens ici, je donne la note par défaut 1. Feedback, on n'en a pas besoin pour l'instant. Feedback, ça veut dire dès que je réponds correctement, il sort bravo ou des choses comme ça. C'est pas la peine. Mais par contre, je suis obligé de choisir ici, est-ce que c'est une seule réponse juste ou plusieurs réponses autorisées. Alors, plusieurs réponses autorisées, il met déjà à ma disposition un espace pour un certain nombre de réponses. Alors, par exemple, je mets paroi. Donc, vous n'êtes pas obligé de connaître ces termes. L'essentiel, je vais vous montrer comment déterminer la réponse juste, la réponse qui n'est pas juste. Alors, chloroplaste. Je mets, par exemple, vacuole. Et je mets, par exemple, hématie. Alors maintenant, je vais déterminer est-ce que la réponse en question est juste ou fausse. Alors, lorsque je mets ici la note, c'est là que je détermine est-ce que la réponse est juste ou fausse. Alors, par exemple, cette réponse, elle est juste. Je lui dis que sur cette réponse, vous allez, l'étudiant aura 33, le 1/3 de la note. Pour cette deuxième, la même chose. Elle est bonne. Je donne le 1/3 de la note. Pour celle-là, elle est bonne aussi. Je donne 1/3 de la note. Celle-là, elle est fausse. Donc, je vais lui enlever, par exemple, le 30% de la note. Alors, l'essentiel, c'est que l'ensemble des notes attribuées doivent arriver à 100%. Alors, si jamais je veux plus de réponses, je veux arriver jusqu'à 8 réponses, je peux toujours cliquer sur ça et demander des réponses supplémentaires. Et là, je mets enregistrer. Alors, la question est là. Alors, regardez cette petite roue. Si jamais je ne suis pas satisfait, par exemple, là, j'ai fait une petite faute d'orthographe, je la corrige. Alors, la même chose, je vais enregistrer. Et puis, je veux savoir ce que ça donne. Qu'est-ce que l'étudiant va faire? Je clique sur ça et puis je réponds. Voilà, paroi, chloroplaste, ça c'est juste. Vous pouvez me croire, c'est ma spécialité. Vacuole, c'est juste. Hématie, c'est pas juste, donc je clique par-dessus. Envoyer et terminer. Et là, je peux même lui demander de me dire est-ce que c'est juste ou pas. Donc, réponse correcte affichée. Réponse juste affichée. Voilà. Les réponses sont correctes. Vous voyez? Alors ça, c'est ce qu'on appelle un QCM. Ça, c'est un modèle comme un autre. Bien sûr, quelqu'un qui va cliquer sur hématie, et il aura le 1/3 de la note qui va partir, donc il n'aura que 0,7. Quelqu'un qui va cliquer sur ces deux-là, il ne va pas cliquer sur celle-là, il aura 66%.
et ainsi de suite. Alors, je peux faire plein de questions comme ça. Je peux vous donner un autre modèle de questions. Alors, une question, je vais mettre une question et je vais mettre un autre modèle de question qui est un peu difficile, mais ça peut... c'est sélectionner les mots manquants. Alors, vous allez voir, c'est un peu plus difficile que ce qu'on a vu. Alors, question 2. Monsieur Teleki, je peux poser une question? Je peux poser Oui. Oui. Alors, il y a Siramzi qui a posé une question et à laquelle Madame Salamat a déjà répondu. Mais si vous avez quelque chose à ajouter, on aimerait bien. Alors, Ramzi, il se demande, est-ce que la correction des questions se fait d'une façon automatique par Moodle ou manuelle par l'enseignant? Donc, on a déjà reçu la réponse de Madame Salamat. Alors, l'écrasante. Dans la plupart des cas, c'est automatique. Si vous avez des choses à ajouter, ça sera... Oui. Oui, merci. Alors, l'écrasante majorité des questions, la correction se fait automatiquement. Sauf quand il s'agit, je peux vous montrer ça, quand il s'agit d'une question où vous demandez une réponse sous forme d'un petit paragraphe. C'est-à-dire, vous donnez la question et l'étudiant va répondre par un petit paragraphe rédigé. Là, vous ne pouvez pas programmer la plateforme pour qu'elle reconnaisse dans le style, dans la tournure de phrase, est-ce que l'étudiant a bien répondu ou pas. Là, vous êtes obligé de corriger automatiquement. La même chose si vous donnez un devoir où il s'agit de rédiger quelque chose. Par exemple, un sujet de synthèse, vous pouvez donner le sujet sur la plateforme et l'étudiant peut travailler et rendre le devoir sur la plateforme. Il suffit de consulter devoir, mais la plateforme ne peut pas corriger. Mais quand il s'agit d'un truc comme ça, comme un QCM, comme les mots manquants, comme les légendes à déplacer, là, pendant que vous préparez votre test, vous donnez à la plateforme les éléments pour corriger. Vous avez remarqué quand j'ai mis le QCM, j'ai fixé pour chaque réponse, est-ce qu'elle est juste et l'étudiant va être valorisé ou elle est fausse et il sera sanctionné. Donc la plateforme, automatiquement, là où l'étudiant clique, elle va lui donner ou lui retrancher. Mais la plateforme ne peut pas rédiger un texte. Elle ne peut pas corriger un texte, que ce soit en français ou en arabe ou n'importe quoi. Là, vous êtes obligé de, bien sûr, vous gagnez du temps parce que si vous donnez à distance, sachant que les sujets de synthèse, c'est difficile de tricher, sauf si vous avez à la maison un expert. Donc, on peut donner le sujet aux étudiants. À la limite, ils peuvent travailler en groupe, le rédiger, mais la correction doit se faire par l'enseignant. Voilà. Alors maintenant, rapidement, un deuxième type de question, le mot manquant. Alors, je vais rédiger, pour simplifier, je vais rédiger juste une petite phrase. Alors, je vais mettre par exemple la cellule végétale et caractérisée par la présence d'une paroi et elle a une forme géométrique. J'estime que l'étudiant doit avoir ces informations et pour moi, il y a deux mots-clés ici. La présence d'une paroi et la forme géométrique. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais transformer cette phrase en texte à trous. Je vais dire que je vais enlever. Alors, déjà, je mets quelque chose ici pour montrer
à la plateforme que c'est là que manque le mot. Alors, pour cela, je mets des doubles crochets. Alors, ces doubles crochets pour la plateforme, ça veut dire que c'est là que le mot manque. Alors, je le mets ici et je le mets ici. Et celui-là, je vais lui donner le chiffre 2. Et puis, je vais enlever le mot que je veux cacher et je le mets ici en réponse. Et je vais l'appeler groupe A. Et puis, je vais enlever ce mot géométrique et je le mets ici. Ça va me donner, pour moi, le groupe B. D'accord? Alors, ça veut dire que là où il y a ces doubles crochets, la plateforme va laisser le mot vide, mais avec un menu déroulant. Et là où il y a aussi ce double crochet 2, il y a le mot vide avec un menu déroulant. Mais dans ce menu déroulant, pour pousser l'étudiant à réfléchir, il va avoir la bonne réponse et la mauvaise réponse. D'accord? Alors, par exemple, j'écris n'importe quoi, je viens aux autres réponses, je mets le groupe A et le groupe A, je mets avec lui un noyau, par exemple. Et avec le groupe B, je mets une forme, au lieu de géométrique, ronde, et je mets ici B. Et je peux mettre d'autres réponses, sauf que à chaque fois que je mets groupe A, ça veut dire que ça va sortir avec le trou A. Et là où je mets le B, je mets le trou A. Alors, je mets aussi triangulaire et je mets groupe B. Voilà. Et maintenant, je vais enregistrer. Et puis, je vais voir ce que ça donne. Voilà. La cellule végétale est caractérisée par la présence d'une... Alors, l'étudiant aura le choix. Est-ce que c'est une paroi ou un noyau? Bon, bien, là, j'ai fait une bêtise parce que noyau, c'est masculin. Mais en tout cas, il aura la bonne réponse s'il met paroi. Et elle a une forme. Est-ce que c'est une forme géométrique? Est-ce que c'est une forme triangulaire? Il doit savoir que c'est une forme géométrique. Et il va envoyer. Ça, c'est ce qu'on appelle un texte à trous. D'accord? Maintenant, alors, est-ce que vous avez des questions sur ces deux modèles? Je vais terminer par un troisième modèle qui intéresse beaucoup de gens, notamment les biologistes et par exemple les gens qui font de l'histoire, la géographie, c'est très intéressant. Même si je risque de déborder un petit peu, mais c'est pour la bonne cause si vous permettez. Oui, est-ce qu'il y a des questions? C'est Triki? Oui. Alors, il y a Khalid Ben Qaddour. Est-ce qu'on peut avoir un exemple de test qui fait appel aux légendes de photos? Exactement, c'est l'exemple que je vais donner maintenant. Ah, eh bien, c'est très bien. Alors, c'est très intéressant. Par exemple, dans le cas de la géographie, on peut demander, mettre par exemple une carte et demander à l'étudiant de placer un certain nombre d'informations sur la carte. Ou en biologie, ça c'est connu, par exemple, quand on fait de la biologie cellulaire, vous avez un schéma qui demande des légendes et je peux demander à l'étudiant de placer correctement les légendes. Alors, je vais le faire avec un exemple qui est très simple, mais à vous, bien sûr, de l'adapter à votre contexte. Sachant qu'il n'y a pas que ça. J'ai essayé de cibler les exemples de questions les plus courantes. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de possibilités. Et la fin de ce webinaire ou de cet atelier n'est pas une fin, c'est un début.
tous ceux qui assistent, pour qu'ils maîtrisent ça, ils doivent reprendre un petit peu les manipulations que j'ai faites et les maîtriser, et puis commencer à chercher qu'est-ce qu'il y a comme autre activité, qu'est-ce qu'il y a comme autre devoir, qu'est-ce qu'il y a comme autre type de questions, quelles sont les autres ressources que je peux mettre, j'essaie de faire, je rate, c'est pas grave, je teste une deuxième fois, ça ne marche pas, je contacte par mail ou par madame ou par téléphone Madame Salamet, ou je contacte Monsieur Tseliki, ou je contacte quelqu'un d'autre proche de moi qui est habitué à faire telle chose. Par exemple, je contacte un collègue, oui, je veux faire telle ou telle chose. Est-ce que c'est possible sur Moodle? Et c'est comme ça qu'on apprend. Et bien sûr, il faut pas il faut pas avoir peur de rater, même devant ses étudiants. On n'est pas des saints, on n'est pas, on est des êtres humains. Un enseignant, il a tout à fait le droit de se tromper. Et même quand l'enseignant se trompe devant ses étudiants, pour moi, c'est une bonne chose. Parce que les étudiants sont des humains et lorsqu'ils sentent que l'enseignant, malgré son expérience, il se trompe, c'est un être humain, alors ils se disent, si c'est un être humain, moi aussi c'est un être humain, et je peux y arriver. Oui. D'autres questions? Ah, d'accord. De toute façon, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est pas la peine que j'arrête le partage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une dernière, je suppose, une dernière question. Pourquoi le professeur pense-t-il toujours que l'étudiant va tricher dans les examens à distance? C'est le professeur Khalid Aqla qui pose cette question. Non, il ne triche pas toujours. Alors, je vais vous dire une chose. Nous sommes en partie responsables, je ne dis pas totalement responsables, mais on a une part de responsabilité pour pousser l'étudiant à ne pas tricher. Nous avons deux clés à notre disposition. D'abord, la manière avec laquelle on pose nos devoirs et nos examens. S'il s'agit du par cœur, c'est une manière de dire à l'étudiant, si tu triches, tu peux avoir la meilleure note. Et il ne faut pas se voiler la face, ça existe. Donc, si j'essaie de donner un examen intelligent dans la mesure du possible, un examen qui pousse l'étudiant à réfléchir, ben, croyez-moi, il n'y aura pas de triche. Et même s'il y a de la triche, elle est facile à détecter. Et ça, vous avez tous une certaine expérience. Vous savez très bien que dans certains types de questions, il est facile de détecter la triche. Deuxième possibilité, c'est le langage qu'on a avec nos étudiants. Si on arrive à convaincre l'étudiant qu'il a le droit d'acquérir une véritable personnalité scientifique en travaillant, scientifique ou culturelle, en travaillant avec ses propres moyens, si on lui explique que maintenant, plus que jamais, c'est ce qu'il emporte avec lui dans son esprit, dans son savoir-être, dans son savoir-faire qui compte plus que les notes, et que la meilleure chose qu'il peut gagner à partir de la fac, c'est la formation, croyez-moi, au moins une bonne partie des étudiants vont suivre. Et je suis bien placé pour le savoir. Dans les petites sections que j'ai enseignées, j'ai à chaque fois réussi d'inculquer cet état d'esprit aux étudiants. Alors, bien sûr, quand il s'agit des grandes sections, ben, bien sûr, il faut surveiller. Et s'il s'agit de tests en ligne, ben, il faut trouver les moyens pour que l'évaluation soit correcte. Et quand je dis l'évaluation correcte, ça ne veut pas dire que je vais empêcher l'étudiant, alors qu'il est chez lui, de prendre un livre ou prendre un dictionnaire, mais je vais essayer de le tester sur les choses où
son effort intellectuel est présent. Mais croyez-moi, il y a un moyen de changer le langage. Alors, une chose qui me dérange, c'est qu'il y a trop de choses négatives qui circulent à propos de nos étudiants. Nos étudiants sont faibles, nos étudiants, c'est le produit d'un système d'enseignement qui est très mal classé, il y a le chômage partout, personne ne travaille, personne n'obtient ses notes correctement, il y a les pistons, il y a. Je ne dis pas que ces choses-là n'existent pas, mais à force de le dire et de le répéter, avec un tel matraquage dans les médias, dans les langages courants, on finit par faire croire aux étudiants, à l'étudiant qui ne vaut rien et il n'arrivera jamais à rien s'il ne triche pas. On a une part de responsabilité. Il y a un langage qu'il faut changer et une ambiance de travail qu'il faut changer. Mais moi, je suis de bonne foi avec mes étudiants. Il y a beaucoup d'enseignants qui sont comme moi. Mais c'est la majorité silencieuse, malheureusement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci, M. Triki. Donc, il y a une question donc, là, qui se répète un petit peu. C'est oui. Qu'on nous dit qu'il n'y a pas une plateforme exhaustive. C'est-à-dire qu'à tout moment, on a besoin d'associer plusieurs plateformes pour pouvoir répondre à toutes les problématiques que l'on rencontre. Alors, par exemple, sur Mabiova, est-ce que vous n'utilisez que Moodle? Ou, par exemple, si vous avez besoin d'autres fonctionnalités, vous pouvez associer d'autres plateformes? Alors, je vous donne mon point de vue. Sur Moodle, on n'a que deux choses. Il y a le présentiel et il y a Moodle. Dernièrement, il y a des collègues qui m'ont dit pourquoi ne pas, dans certains cas, utiliser Google Classroom. Moi, j'ai toujours ce point de vue. Un étudiant dans une section donnée, il doit avoir juste une plateforme. On a tous été étudiants. Imaginez un étudiant qui doit chercher certaines ressources sur Moodle, qui doit traiter un devoir sur Google Classroom, qui doit assister à une visioconférence sur Teams, qui va attendre qu'un enseignant lui envoie des ressources sur WhatsApp, qui doit attendre son délégué qui lui amène des ressources de la part d'un enseignant tel. Il doit se pointer à la télévision à 8 heures du soir pour suivre tel cours. Dans quelles conditions il va travailler? Il sera complètement dispersé. Nous, on responsabilise l'étudiant qu'il travaille, mais on doit lui faciliter les choses. Et la meilleure manière pour lui faciliter les choses, c'est de l'aider à s'organiser. Moodle, je ne dis pas qu'elle est parfaite pour Mabiova, mais le projet Mabiova Erasmus+, il est basé sur ça et ça nous arrange parce que ça nous permet d'avoir des contenus sécurisés, même de l'Espagne, même de l'Italie, etc. Mais quand je dis qu'aucune plateforme n'est parfaite, c'est que je ne dois pas enfermer tous les étudiants dans une seule plateforme, comme je ne dois pas utiliser une plateforme. Je le dis en toute clarté, le Moodle, ça peut être intéressant pour une petite section, c'est pas intéressant pour une première année de SVI ou de droit ou d'économie. Il comprend trop de fonctionnalités, et là vous l'avez remarqué, mais en même temps difficile à gérer. Imaginez, vous avez 3000 étudiants. Alors, les gens qui ont enseigné la première année, ils savent de quoi je parle. Dans la première année, qu'est-ce que j'ai? J'ai une minorité entre le 1/4 et le 1/3 qui sont là pour étudier. Il y a le 1/3 qui ont déjà disparu dans la nature. Ils sont venus, ils se sont inscrits, ils sont pas contents de la fac ou alors ils se sont inscrits à la fac pour avoir la bourse et ils se sont inscrits en parallèle ailleurs, je ne sais quoi. Et puis, il y a un tiers ou parfois plus au milieu qui sont là, qui refont la première année depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ils n'insistent même pas, ils attendent l'examen pour passer. Imaginez à tout ce beau monde, vous allez attribuer login et mot de passe et les inscrire sur Moodle.
pourquoi faire? Mais par contre, une plateforme comme Google Classroom, elle est mieux adaptée à ça. Et je l'ai essayé et je travaille avec en première année. Donc, chaque enseignant, il doit avoir quand même un certain nombre de choix en fonction des conditions dans lesquelles il travaille, la section avec qui il est, il y a tout un ensemble de paramètres dont il faut tenir compte. Il ne faut pas l'enfermer dans une seule plateforme, comme il ne faut pas avoir 10 ou 15 plateformes à l'échelle de l'université ou à l'échelle d'un établissement. C'est mon point de vue. Il vaut ce qu'il vaut. Bien sûr, ça doit être déterminé à l'échelle des instances responsables de l'université. Mais à mon avis, à travers mon expérience, je crois que c'est comme ça qu'il faut procéder. D'autres questions? Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Merci. Alors, je termine par une activité. Est-ce que je peux quand même continuer? On a déjà dépassé un petit peu. Bon, c'est pas grave. Alors, je vais vous montrer une activité qui est assez amusante et très intéressante. Alors, un troisième type de question. Voilà. Alors, je vais ajouter une question et je vais mettre cette fois-ci glisser, déposer sur une image. Et je mets ajouter. Alors, cette fois-ci, je vais l'appeler, par exemple, la question 3. Et je vais donner le texte de la question, déposer vos légendes au bon endroit. Alors, je vais glisser et déposer une image. Alors, pardon. Par exemple, bon, je vais prendre une image du bureau. Alors là, je vais prendre une image d'une cellule. Alors, je vais mettre une image ici. Alors, dans cette image, il manque des légendes. Alors, bien sûr, comme j'ai mis une cellule, ça peut être une carte. Par exemple, pour les géographes, ou pour les géologues, ou même pour les historiens. Et puis, les éléments à glisser, déposer. Par exemple, je vais mettre ici, alors j'ai le choix, soit de déposer une petite image à la place de la légende, ou alors je vais mettre une légende, par exemple, noyau. Voilà. Alors, comme je vous ai expliqué, j'ai pris une image, je l'ai déposée et il manque des légendes. Alors, les légendes à déposer, ça peut être une image, mais pour simplifier, je vais mettre simplement des textes. Noyau, membrane, je vais mettre ADN et je vais mettre cytoplasme. Alors, je les mets tous dans un seul groupe, c'est le groupe A. Pour ne pas compliquer les choses, je vais vous expliquer dans quel cas on peut prendre. Alors, une fois que j'ai mis ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, alors excusez-moi, je vais alors enregistrer d'abord. Alors, je reviens à la modification. Alors, l'image elle est là. Je vais à zone de glisser, déposer. Alors, par exemple, je vais choisir ici noyau, membrane, ensuite ADN et ensuite cytoplasme. Alors, maintenant, ils sont là. Cytoplasme, je le mets ici. ADN, je le mets ici. Pour moi, c'est le bon endroit. Membrane, je la mets ici. Et noyau, je le mets ici. Et je mets enregistrer.
Alors, il y a quelque chose peut-être que j'ai oublié. Alors, il va me faire la remarque. Alors, non, c'est juste une... Là. Je vais enregistrer. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, regardez ce que ça donne pour l'étudiant. L'étudiant, il a des espaces. Alors, il y a une petite erreur ici, c'est pas grave. Alors, il va prendre le noyau et il va me dire que le noyau, normalement, alors normalement, il est là, mais c'est pas grave. La membrane, elle est là. L'ADN, il est là. Et le cytoplasme, il est là. Alors, s'il place correctement les légendes à l'endroit, ça va être correct. Mais bien sûr, pour compliquer les choses, je lui donne pour chaque groupe plusieurs choix. Par exemple, quand je travaille avec un seul groupe, par exemple, la membrane va être le groupe A. Donc, avec la membrane, cette zone, elle va être, par exemple, jaune. J'aurai plusieurs mots jaunes ici. Par exemple, membrane, paroi ou autre chose. Et c'est à l'étudiant de choisir la bonne légende. Alors, ce que je peux faire avec une cellule, je peux le faire, par exemple, avec une carte. D'accord? Donc, ça peut être intéressant dans certains domaines. Alors là, vous avez 3 modèles de questions. Je m'arrête là pour ne pas surcharger, parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Vous avez le minimum. S'il y a des questions, d'autres précisions, éventuellement des questions sur d'autres fonctionnalités, je peux répondre parce que on peut pas, bien sûr, la plateforme modèle est très compliquée, on peut pas tout donner. Moi, j'estime qu'avec ce que j'ai donné comme modèle, comme type de manipulation, déjà, si les collègues essaient de refaire ça et le réussissent, c'est déjà pas mal. Et à eux d'explorer. Et bien sûr, on reste en contact avec tous les collègues, que ce soit moi, que ce soit Madame Salamat, que ce soit vous-même à l'échelle du centre. Je pense qu'on peut, les collègues peuvent se familiariser de plus en plus avec cette plateforme. D'accord, c'est très très bien. Donc il y a une question qui a été posée par Monsieur Benis Najib et à laquelle Madame Salamat en principe elle a déjà répondu. C'est est-ce qu'il y a la possibilité de créer un forum entre enseignants? Moi je dirais que on aimerait bien qu'il y ait un forum entre enseignants dans l'élaboration du contenu d'un module. Déjà, donc, s'il y a 3 ou 4 professeurs d'automatique, par exemple, et qui vont élaborer le contenu, qu'ils l'élaborent ensemble et en concertation, ça sera vraiment extraordinaire. Alors, je vous passe la parole, professeur Zine Abidine. Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir un forum entre enseignants? Madame Salamat, elle dit déjà oui, mais bon, si vous pouvez compléter oui, il y a plusieurs possibilités. Alors, je précise, à l'intérieur d'un cours Moodle, le forum, il se fait uniquement entre les intervenants dans ce Moodle, c'est-à-dire entre l'équipe pédagogique et les étudiants. Maintenant, on ne peut pas manquer de possibilités pour que les enseignants restent en contact, surtout en 2020. Alors, il y a toujours la possibilité, Madame Salem, pour donner son avis, d'avoir un modèle qui regroupe un certain nombre d'enseignants. Il y a une expérience, par exemple, que j'ai vue chez les professeurs de secondaire primaire. Il y a des gens qui ont créé des Google Classroom entre enseignants pour l'apprentissage. Et moi, personnellement, par exemple, je l'ai fait avec les collègues. J'ai un Google Classroom où j'intègre les collègues et on essaie de discuter les fonctionnalités, le partage d'expériences, etc. Ça peut aller plus loin. Pourquoi? Et là, je me pose la question, pourquoi on n'essaie pas d'avoir un véritable, par exemple, une véritable page Facebook de l'université où tout le monde peut s'exprimer et dans cette page, il peut y avoir des pages spécialisées
où les gens... c'est très important dans ce domaine qu'on n'ait pas uniquement des consultations techniques. Il faut qu'il y ait vraiment un partage d'expérience, y compris des partages de rapports humains avec les étudiants, des expériences. Maintenant, même si je ne suis pas tellement d'accord avec la manière avec laquelle ont été introduits les soft skills dans la licence, mais je suis pour les soft skills. Pas dans cette forme, mais en tout cas, ils doivent être présents. Et je crois que ce genre de forum va nous aider à instaurer d'une formation et des entraînements soft skills parce que nos étudiants ont beaucoup de qualités. Ils sont bloqués par des problèmes de savoir-être, de timidité, de manque de confiance en soi, de manque de confiance en leur culture, en leur langue, etc. Et je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, il faut qu'on change un peu le discours. Il faut qu'on donne la possibilité aux étudiants d'avoir plus de confiance, plus de capacité. Je ne parle pas en l'air. Il y a des choses que moi-même j'ai réussi à ma petite échelle. Je ne peux pas révolutionner le monde, mais à petite échelle, j'ai réussi des choses. Alors, je donne un simple exemple et pour moi, c'est important en présence de collègues. Tout le monde dit que nos étudiants ont des problèmes de langue, toutes les langues. Nos étudiants ont ils sont plutôt anglophones. Mais il y a un gros problème de français. Il y a un problème d'arabe et ça, vous le savez très bien. Les gens qui enseignent en arabe, ils savent que nos étudiants ont un problème dans l'arabe classique. Mais inversons le problème. Il y a combien d'Américains qui parlent français? Il y a combien de Français qui parlent arabe? Les Français sont restés chez nous 40 ans et il y a une minorité qui parle quelques mots d'Arija, kif kif ou walou ou ateni ateni. Alors pourquoi on est tellement dur avec nos étudiants? Il faut affronter le problème, mais affronter pour le résoudre, mais pas pour dénigrer. Il faut se mettre dans la tête que si nos étudiants ont un problème de langue, il y a des événements de cumul qui ont fait qu'on est arrivé à cette situation. Mais elle n'est pas insoluble si on se met dans la tête deux facteurs essentiels. Accepter le problème et dire que ce n'est pas vraiment absolument la faute de l'étudiant et le résoudre. Et la première étape pour le résoudre, c'est enlever l'esprit de l'étudiant. Donc, pour ça, on a besoin d'un forum pour discuter de tout ça. D'autres questions? C'est parfait, je suppose. Alors, oui, il reste une question au sujet de la recherche. Oui. Donc, Moodle est-il aussi adapté pour l'encadrement et la recherche? Et bon, si vous avez une expérience là-dessus, si vous pouvez partager avec nous votre riche expérience. Merci à cette équipe. Alors, pour l'instant, nos étudiants ne sont pas encore... on a une promotion en S4, mais à cause du confinement, il n'a pas avancé. Dans mon esprit, si la section du master est localisée sur Moodle, rien ne nous empêche de créer un court projet de fin d'études dans lequel on met tous les encadrants et tous les étudiants et qu'il y ait un partage. Mais dans mon expérience, que ce soit avec les doctorants ou avec les étudiants projets tutorés et même les étudiants de master qui sont passés, moi personnellement, je préfère Google Classroom. Pour moi, ça fait l'affaire, c'est très convivial, ça facilite beaucoup d'échanges. Mais je ne suis pas contre le fait qu'on utilise Moodle, surtout dans des masters qui sont déjà logés sur Moodle. Mais je n'ai pas encore essayé pour vraiment sortir avec une idée précise. Oui, d'autres questions?
Merci. Donc, je ne trouve pas d'autres questions qui sont déjà posées. Monsieur Tilki, pour la visioconférence, Oui. est-ce que en principe, vous l'utilisez avec Moodle ou bien c'est à part ou vous utilisez un autre moyen qui n'a rien à voir? Non, moi personnellement, pour l'instant, j'ai entendu que les dernières versions de Moodle vont comprendre une possibilité de visioconférence. J'en ai parlé avec Madame Salamet. Apparemment, il est possible de glisser un module, de glisser je ne sais pas comment on l'appelle, c'est un jargon informatique. Il y a la possibilité d'intégrer la visioconférence. Mais nos étudiants de master, ils travaillent d'une part avec nous, avec Meet, sachant que on a utilisé la visioconférence que pour le semestre où il y a eu la crise du Covid-19. Les autres semestres, c'est soit directement les ressources sur Moodle, soit le présentiel. Dernièrement, il y a eu un programme de conférence dans le cadre du module atelier et séminaire. C'est un module de S3, mais qu'on a anticipé. Et là, on a travaillé avec l'étranger, avec Zoom, mais ce sont les gens de l'étranger, c'est l'INP Toulouse qui était responsable de cette plateforme. Merci, Cétriliki. Merci beaucoup. Bravo pour votre intervention. C'est un très, très grand plaisir de vous écouter, de vous suivre. Je dirais que là, c'était pas bon. L'objectif, c'était une initiation, mais pour moi, ouais, c'est beaucoup plus qu'une initiation du fait que vous êtes parti du B à bas jusqu'à vraiment une étape très avancée sur la plateforme Moodle. J'espère qu'on aura l'occasion de vous avoir parmi nous en tant que formateur sur la plateforme, sur d'autres plateformes, parce que moi, je sais très bien que vous êtes très, très bien impliqué au Centre Digital Learning de notre université. Et donc, ça sera un énorme plaisir de travailler encore une fois tous ensemble. Et il y en a pas mal d'autres collègues qui sont vraiment très motivés et qui sont prêts à donner. Donc là, quand vous dites, on va travailler la main dans la main, tous les enseignants, de temps en temps, on aura des formations dans ce sens-là et on va apprendre les uns des autres. Je vous remercie, professeur. Je remercie encore une fois tous les organisateurs. À leur tête, nos deux vices, donc là, les deux vice-présidents, le noyau de réflexion et toute l'équipe du DLC qui est vraiment très motivée, très dynamique et qui peut faire avec l'ensemble des enseignants beaucoup de belles choses pour avoir un apprentissage mieux adapté à nos étudiants et l'améliorer davantage. Je vous remercie et j'espère qu'on a bien répondu à vos attentes. Merci à tous.